Hello everyone. Thank you for being here and listening to us. So our project is about fire management. And when I say the word fire, maybe what pops first in your mind is this kind of picture. So the mega fires that occurred in California or in Australia in the past years. And so there is an impression of bigger fire and more severe fire. And there are some data pointing in this direction. For instance, here you have the change in fire season length for about 3 decades. And the general trend is an increase by 18% of this fire season length. However, when we look at the actual burned area or the number of fires, so in 12 years, you see there is a decreasing trend. And actually, in 18 years, there is a minus 25% decrease, highlighting the fact that it's not because you have higher fire potential that you will actually have fire in the end. And so the aim of this presentation is to go a little bit beyond the impressions and really understand the underlying mechanisms of fire in order to properly assess our nature-based solutions, which are Prescribed Burnings and ecosystem engineers. And we'll end by presenting you our proposal of projects. So about the global view and the global trends, here you have so the burned area in percentage per year, and you can see that most of the burned area are located in tropical Africa and in North Australia. And in the little caption on the bottom left, so you have this burned area distribution according to the fractional tree cover. And you can see that the maximum is around 20%, so that means savannas, for instance, and the minimum is around, well, for high tree covers, so forests. That means that you have savannas that are frequently burned and forests that are infrequently burned. But beyond this snapshot, we can also look at the trends. Where do fire increase? And once again, with the little caption, so you have the trend. As we said before, there is a decreasing trend. So almost everywhere, according to the fractional tree cover, this trend is negative, except in high fractional tree cover. That means that you have frequently burned savannas, but at a decreasing rate, and infrequently burned forests, but at an increasing rate, highlighting the fact that fire in forests are more of a concern compared to savannas, which are more and more storing carbon. And also a quick look at some regional trends to highlight the cautions that should be taken in assessing fire. So you have Europe and United States. You can see that in Europe, the burned area is towards a slight decrease. On the contrary, in the United States, it's a slight increase. But when you look at the number of fires, in the United States, it's slightly decreasing, and in Europe, increasing, then decreasing over the time span. What we can learn from that is that first we have to be careful at not extrapolating from regional trends. Then you should be careful of your indicator, because for instance, in the US, according to what you are looking at, you can conclude some very different things. Also, the time span, you have high variability in the trends, and even a 5 or 10 years trend does not allow to draw some conclusions about this. And finally, also, do not pay too much attention to single events. Even if, for instance, mega fires in California or Australia are significant, we cannot extrapolate on the global trends from these single events. So now about the mechanisms of fire. The fire drivers, we can summarize this with the fire triangle.
which is the ignition source, the fuel, and the oxygen. And more specifically, about the fuel, you have the fuel load, that means the amount of vegetation per unit of area. The connectivity, we'll come back to this quickly, and the moisture, which will prevent fire from being ignited. About the connectivity, here on the left and on the right, we have the same amount of vegetation, so the same fuel load. However, this may not be blatant, but in terms of connectivity, it's really different. And to highlight this, we will ignite the fire and see how it spreads. So on the left, it spreads almost everywhere because vegetation is highly connected. And on the right, on the contrary, you have some patches of vegetation that are not connected and that prevent the fire from spreading everywhere. So that means that on the left, with the fire, you will drastically reduce the fuel load after the fire. And you will have very intense fires. And on the left, you can see that the fire won't affect much the fuel load, and you won't have a very large fire. So we can begin to draw some relationships between our variables. So you have interactions between fuel loads and connectivities that will regulate the fire intensity. Beyond the fire intensity, you also have the fire frequency. Here on the left and on the right, you have the same vegetation growth rates. However, on the left, you have some very frequent fires, and on the right, much more scarce fire. You can see that on the left, you have some small fires because fires won't let the vegetation reach a high connectivity. And on the right, on the contrary, high connectivity is reached, leading to very large fires. So we can draw a simple relation between frequent fire and which are associated to low intensity fires, and infrequent fires which are associated to more intense fires. So we can add another variable here. So the fire frequency will affect the fuel loads and connectivity, and in the end, as we saw before, the fire intensity. Another variable is the precipitation. Here you have the African fires from the period 2001 to 2005, and each dot is a fire plotted against precipitation in the considered area, and the burned area by the fire. And you can see that in order to have significant fire, you should not have too much rain, because with too much rain you will have high moisture of the vegetation and fire won't ignite. But you shouldn't also have too little rain, because without rain you wouldn't have vegetation and no connectivity, no fuel loads, and so you won't have fire. So the optimum is about 1,000 millimeters per year. So this rain will affect fuel loads, connectivity, and moisture, which will regulate fire intensity and frequency. And as we saw, this will affect in turn fuel loads and connectivity. So you have here the first feedback process that can be identified. Another feedback process is about the vegetation. Here you have a gross representation of the vegetation on the land surface. So in red you have the crops, in brown and green the forest, and in yellow and orange you have the grasslands, and more specifically in orange you have the C4 grasslands, C4 plants. And so the researchers run a simulation, so not taking into account the crops in red. And in this simulation, there was no fire at all. It's an hypothetical situation, as if total suppression would be achieved. And what you can see is that without fire, the forest area will double, and mainly at the expense of C4 grasses. Why? Because these C4 grasses are often invasive flammable plants. So that means that they are able to promote fire
because of their low moisture, for instance, and because of also their high growth rates. So by promoting fire, this will destroy the other vegetation, and in the end, these C4 grasslands will replace the vegetation and prevent forest from growing up. And finally, the main impact maybe is the human impact, but which can be highly variable. Here you have two types of ecosystems and conceptual models of the human impact. On the bottom is savanna, and on the top tropical savanna. On the y-axis, you have the annually burned area each year, and on the x-axis, you have the land management type, especially agricultural management, from common ownership to high capital agriculture. And you can see that with land management intensification, you drastically reduce the fires in the savanna ecosystems. But on the contrary, in tropical forest, you first start to increase the fires and leading to deforestation, and only after you begin to decrease the burn area. So humans are affecting the ignition source, but also the fuel loads and connectivity, because, for instance, if you have a cropland in the landscape, this will prevent fire from spreading from a forest to another. And finally, about the fire impact, maybe the main impact is about air pollution. So about during the period 1997 to 2006, the mean death toll is about 340,000 deaths per year due to air pollution from landscape fires. And you can see that most of these deaths happen in tropical Africa and in Indonesia. But maybe what pops first in your mind when you talk about fire impact is the release of greenhouse gases, which is estimated for the gross greenhouse gases emission is estimated at 2.2 gigatons of carbon per year. And you can see that in yellow, about 2/3 of this is due to savanna. But this is only one part of the whole story, because as we said, in savanna, fire can come back, for instance, every year, and so you have quick vegetation regrowth. And so you reach an equilibrium where the emissions is mitigated by the vegetation regrowth. And what is more interesting is to look at the change in carbon stocks due to fire. So for instance, if because of fire and land degradation, you go from a temperate forest to a temperate grassland, you will release huge amounts of carbon. Here you have the phytomass in tons of carbon per hectare by ecosystem type. And you should also pay attention to the high variability in forests. So it's not just shifting ecosystems, it's also degrading the forest, for instance. And so this highlights the fact that maybe savannas, even if they represent the majority of the gross emissions, shouldn't be the most concerning issue. So with this, we can think that, okay, so we will prevent fire from happening, and this will store some carbon. And so that has been promoted in Brazilian tropical savannas, for instance. So here on the x-axis, you have the ecosystem carbon stocks that are increased because of this fire suppression policy. And on the y-axis, you have the number of species. So on the top, it's the plants, and on the bottom, the ants. And what you can see is that the higher the ecosystem carbon stocks, the higher the decrease in biodiversity. So that means that you have some trade-offs between carbon sequestration and biodiversity. And so we begin to see that we will have to compose with these trade-offs with our nature-based solutions. Thank you, Thomas. So we're going to start talking about natural-based solutions. First of all, with prescribed burnings. So to prescribed burning be understood as an NDS, it has this systemic understanding. So it has to combat fire, but also preserve ecosystem health and also sustain livelihood and quality of life.
One important thing is that it's not new as a solution, as we're going to see. And it's also context dependent, which brings a little bit of a complexity, but at the same time, it can help to find solutions that mix with socioeconomic tools. So prescribed burdens, this is what prescribed burdens look like. They can have different patterns, and they can have different objectives with these patterns. Just to have a view. Coming back to this is a very simple model, but just to understand that in the left we have the managed area, and then the right the prescribed. And the prescribed burning creates the most simplest way. It tries to create these barriers. What gets harder for the fire to pass from one region from the other. So this creates small fires, and so this goes back with what Thomas said before about the connectivity. And what we see in reality is that from a traditional fires in different regions, we go to managed fires, and then now there are some in some regions we see the shift back to the prescribed burdens. This means smaller and also more frequent fires. We have some examples that I'll show. The example of North America, the most important thing is to notice the difference in the forest. When we have prescribed burnings, you can see that the trees grows larger and more sparsely. This makes it harder for the fire to spread in the forest. For the Northern Australia, the most important result that we found is that in the top we have the highland, and in the lower graph and the lower maps we have the lowlands. We can see that in highlands we have more forests that were not burned in the last 3 years, and also the fires in the lowlands tend to be less severe. This creates a wider gradient. We have to have different zones where the fire burns and how it burns. So this can lead to more biodiversity. For another example, in Valencia now, in the Mediterranean area, we can see that some of the drivers could be a shift in the rural population and the rural dynamics. We have seen that rural depopulation has led to land abandonment, and with some projects of reforestation, we can create these rural connectivities. And so we come from a scenario with fuel limited to climate-driven fires. This creates fires that are more intense. This is the area burned, but it also, when one fire gets spreads for a wider area, we can also insinuate that this gives a higher intensity. This creates also, we can have early warning of this fire shift regime. So this can help to prevent, to access these solutions and how to implement that before the fire regime shifts. And so I will go now for the impacts of these prescribed burns in comparison with the wildfires. Well, there are ecosystems that are fire prone. We have fire prone forests that they have been adapted to fires, and a lot of times they have been the result of some adaptation to past human activities. So they are already adapted to this to a certain management. It's also important for the nutrient circulation. But at the same time, these frequent and milder fires could have negative impacts, could not achieve what intense fires are expected to do, such as triggering the release of seeds. So we should take into account that different forests have different needs, and to assess that when we want to find a solution. In terms of soil, we have some effects. Chemically, we can see that it's mostly beneficial, but for physical and biological, we have more
mixed results, especially going to, I mean, in the physical, we can understand a little bit better after the presentation of erosion. Also, specifically for carbon, we have soil organic carbon, which is the result of the stock from the previously time, plus inputs that serve as humidification, minus losses that are the results of mineralization. The burns of the inputs can lead to whether the losses by runoff, that we see that the runoff gets worse, but also this could lead to more ashes and tertiary residues that are dyspyrogenic inputs are shown to be more stable in the soil. So this could lead to more residence time of carbon in the soil, and so a better solution for climate change mitigation. This also, of course, changed the superficial albedo, which should be taken into account. So the fire is also well, but one of the things that our fire is that it's very visual is the flames, but also the smoke that they generate, and so this releases a lot of gases and a lot of compounds. This will affect the distribution of the gas and compounds in the atmosphere that were there before. Specifically for GHG emissions, we have seen that the example of northern Australia, they found a decrease in the GHG emissions. So these fire regimes can affect that, even though we saw that solans they might have some equilibrium with CO2 specifically, because we can burn something that is a sink of CO2. But if we take GHGs in general, we can have less emissions. So going back to the smoke plume, we can see that prescribed burns and wildfires can be seen as a continuum of talking about frequency and the intensity. Intensity is the FRP, it means fire radiation power, so we could translate as intensity. This is also linked to the area burns and how it will rise in the atmosphere. The more intense fires in a wider area might rise up higher in the atmosphere, which will lead more time in the atmosphere. And we can see this shift in the graph in the right, comparing both types of fires. One result that should be further studied is the smoke produced by these two types, let's say, because we can see that even if the smoke is different, so the intensity and also what's being burned specifically will change the quality of the smoke, and so will also change the impact of the smoke. Specifically, just as an example, organic carbon, they are seen to absorb the blue and UV light radiation, but since they suffer for photochemical reaction, they are seen to be to last for hours, just for hours in the atmosphere, while black carbon absorbs also radiation, heat in the air and rises in the atmosphere, and it's more persistent. Of course, so this could be affected by the intensity and should be further investigated. Also, the albedo change, of course, and these compounds in the atmosphere, in the higher part of the atmosphere, and the reflectivity. And that's for now. So I'm going to present you a second nature-based solution, which are ecosystem engineers, and mostly talk about the biggest. That's just to check you're still listening to these 2 days. So why are we going to talk about them? The National Wildlife Federation said something just after the wildfire in North America, saying that after this fire, the actual only remaining green areas among miles of scorched lands were river ponds and regions where there were river dams.
That's what we can see on this photograph by Joe Wheaton. It's actually a creek where there is a beaver pond, and stayed green while all the rest got completely burned. And to understand how they're functioning, I'm going to introduce the concept of ecosystem engineers. So there are organisms that are going to directly or indirectly modulate the availability of resources to other species. They're going to cause physical changes to biotic and abiotic materials. And by doing that, they're actually going to modify, maintain, and even create habitats. And two consequences of this is that they're going to affect the physical space they live in for them, but also for the species. And they also outlive the engineering process is going to outlive the engineer, meaning that it's going to actually last longer than the lifetime of the organism, or even if the organism moves from its habitat. So one example of these ecosystem engineers are the beavers. There are two species, so Castor canadensis, mostly North America, and Castor fiber originating from Europe and Asia. And what these species are doing is actually that they're going to modify stream morphology by building dams. So we can see it on the scheme below. So they're going to create these dams that are going to retain sediment and organic matter in the channel. And that is what is going to create or maintain wetlands if there are already some. So the sediments are going to help enlarging the channel, and it's going to flood this entire area and actually modify the structure and the dynamics of all the riparian zone of the channel. And this is going to influence completely the vegetation and species composition downstream. As we can see, the bottom right square is way different than the one on the left. It's just the prevalence of beavers that did that. A case study, so Fairfax and Whittle studied that concept in 2020, actually just last year. So you have a conceptual model on the left, so we can see the difference that is going to happen to a creek with or without beavers. If it's on normal conditions on the top, and drought conditions middle, and fire conditions on the bottom. And if you look actually at the water that is contained in the soil, that's what's going to make the biggest difference. The vegetation on the right, so with beavers, is full of water, the soil is full of water, and the vegetation is green and lush. That's Thomas talked about the moisture of the fuel, and that's what beavers actually play on. It's going to do like huge, completely wet areas that are going to stop fires. And on the photographs on the right, we can see the difference of green vegetation around beaver dams, especially after fires. To assess more specifically this impact, they used the normalized difference vegetation index, as been presented this morning in the Origin group. So it's a satellite remote sensing index. The higher the NDVI, the linear the vegetation, basically. They use data from the year before, just after a fire, and a year completely after a fire of 5 large fires in the western United States. And compared the vegetation where there were beavers and where there were not. So on the top graph, you can see, so in green, it's the NDVI before the fire, in brown, just after the fire, and in blue, a year after the fire. And the black squares actually represent the beaver dams. And on the bottom one, it's the difference between, so the green and the brown. And we can see that the vegetation is way greener where there were beaver dams. So it's the difference is on the other side. Sorry, I'm afraid, but you can see it's 3 times less green where there are no beaver dams compared to where there are beavers. So it was just to show that there is actually a direct impact. A fire went into that creek, and everywhere there were beaver dams, the vegetation stayed green, meaning it actually didn't burn. But if we look on the other end at the NDVI a year after the fire, we can see it doesn't actually change much.
So it's more about a direct impact, short-term impact of creating a refugia for wild species, but also maintaining vegetation and playing as a brake, fire brake to stop the propagation of the fire. And it's not actually their only services. So Thompson et al. Studied earlier this year the ecosystem services provided by beavers. It's actually a paper trying to put a value on these ecosystem services. Even though it's still a bit discussed to actually put a value on ecosystem services, not everyone does it the same. It was just to show that it's not only about moderation of fire restoring beavers. It's also about creating habitat, providing biodiversity, providing greenhouse gas sequestration in this vegetation that is not going to burn, and also recreational ecosystem services and water purification by these huge wetlands that are actually very good for the tourism, way better than a scorched creek, and provide water purification. On the other hand, there are also the services to these beavers. They're creating wetlands. The methane emissions from wetlands is actually something that is concerning nowadays. Wetlands emission of methane, it's due to the fact that it's flooding vegetation and it's creating anoxic condition that is prolific for the methanogenesis that's due to the methane emissions. It's been calculated that around beaver creeks, it can go to, in some region, to 200 of gigagram of methane per year. It's not about the animal itself, it's about the wetland they're creating. So the methane emission from animals are quite low. It's more that we can see that natural wetlands are already responsible for a third of the world methane emissions. And increasing the extent of these wetlands could actually have further consequences on greenhouse gas emissions. Furthermore, we need to consider them also as species that can be invasive. So that's a map comparing the location of fire. Most of the time in the world, it's just the year 2020, but we've seen before it's pretty much where they're most located. And on the bottom left, you have the distribution of beavers. So in green, black green, the one from North America, and more in Europe and Asia, the castor fiber. So it's only on some areas that you're going to have fire on beavers. So it's not a solution worldwide, because we're going to see, so you can see on the south of South America, so on the island here, that is the island of Tierra del Fuego. In the 1940s, they decided to introduce 20 beavers. And 40 years later, you have the picture on the top left. So in 40, 50 years, they went from 20 beavers to more than 70,000 beavers, because they had no predators. They were lacking predators. The thing is, the vegetation down there wasn't used to be flooded, to be chewed, to be cut. They completely destroyed the entire ecosystems of Tierra del Fuego. And Tierra del Fuego is an island, and they managed to cross the channel, and they're now invading the mainland. Some papers say it's one of the biggest ecosystem problem of the 20th century. So on the right, you have what happens when a beaver dams break too close to human habitation or human construction. It can actually flood habitation or break roads. So we still think that can be a solution, but it's a located solution. It's not a worldwide solution. You can't just decide to go put beavers everywhere. But where they were originated, and it's not going to be in North America, it's actually very useful to see that they can maintain this biodiversity refugia that is going to, at the same time, stop fire and provide other ecosystem services. But if we want to really think about how we can manage fire worldwide with ecosystem services, with ecosystem engineers, we need to think if there are other species.
And the answer is yes. The paper from Hanson et al. Studied what is called the fire grazer composition. So it's trying to show the relation there is between grazer density in some areas and the percentage of area burned. And what it showed is that the higher the density of grazers in Africa, so it's going to be all the areas in brown, you can see that there is less percentage of area burned, so all the area in yellow on the map, they're all coinciding. So it's either a big coincidence, or it's what they've tried to show in that paper. But the thing is, there has not been a lot of studies about this, because for many reasons it's not always easy to do experimentation and study on this species at this scale, because it asks a lot of means and it's not really done for now. And it's not only about the grazing chain, it's about all the trophic interaction and occupancy you can have with grazer, but also other vertebrates. It's playing on what we've shown before on the fuel loads and the fuel connectivity. Having grazers or even having a lot of wildlife is going to stop the fuel connectivity or the fuel loads to go too high. A bit like the small little fires that burn time to time. Having these large animals could be some kind of the same thing. That's what this conceptual framework wanted to show. But once again, it's where we saw the biggest knowledge gap. It's not really been studied. It's mostly anecdotic. That's what is going to lead us to our proposal of project, because we really wanted to study that. So our project is based on prior modeling, because like many climate consequences, we wanted to do models to be able to predict it, to be able to support management practices. So there is a project that is called the Intercomparison Fire Project that took 9 fire models and compared them, trying to show what is missing in these models, because we can see on the graph on the right, in black and gray, it's the observed data, and in colors, it's all the models. And bottom left, sorry, and top right are the tropics region. We can see that fire models are a bit struggling to show the reality. It's not a projection, it's fire models run through data we actually have, and they're still not giving the actual results. And the thing is, this paper comparing the project showed there's a lot of misunderstood dynamics. Most of them were about vegetation dynamics and how to treat vegetation and everything that happens around the growth of vegetation in these models. We've identified this knowledge gap that we have models showing greater vegetation dynamics, and we have some connecting the fuel and the fires. But what we are missing is this whole systemic approach that is going to link everything together and actually understand that maybe by modeling the greater vegetation dynamics in the fire modelings, we'll reach more accuracy in the fire models. So what we want to do is basically coming from the observation that there might pretty much be a link between the herbivore density, fire frequency, and woody contaminants. Build a systemic approach that is going to model this pool of information of data together, and we expect to have more efficient modelization of fire to better support fire management strategies. To do a quick conclusion about our presentation today. So, contrary to the common thinking, global burnt area is not necessarily increasing. So actually, it's been decreasing at least until 2017. That's where our data stopped. Yet the fire season is expected to expand, and land abandonment, mismanagement, also due to rural exodus, leads to bigger, more intense fires. So that's something we do know and we do have to control. And for that, we have the fire drivers that are wind, fuel, moisture, fuel loads, fuel connectivity on ignition sources. Obviously, it's going to be hard to play on wind, oxygen, ignition sources that are lightning. Pretty much we can't do anything about it. The other are human sources. It's not about a natural-based solution. It's about
talking to people. But about fuel inertia, fuel loads, and fuel connectivity, that's what we need to work on in this nature-based solution. There are positive and negative outcomes from fire. It's not all positive, it's not all negative. There are a lot of trade-offs, like we've seen with biodiversity. Among all this problematic of climate and degradation, biodiversity, economic losses, and human health, we didn't address much the subject of food security, mostly because we would have no scientific background. We didn't find any. We don't think it really affects food security. Bushfire burnings and wildfires are part of the continuum. It's important to consider that it's better to have bushfire burnings than these huge uncontrolled fires. They're actually going to minimize the risk of these large wildfires, even though they are doing pollution and greenhouse gas emissions. And to end with ecosystem engineers, they can support fire management and reduce fire risk, but they definitely need to be further studied. Thank you all for your attention. These are the references of our presentation. Oui, effectivement, donc je suis chargé de mission biodiversité et coordination scientifique au parc naturel régional des Alpilles, donc dans le sud de la France, dans le département des Bouches-du-Rhône. Je vais situer un petit peu les choses géographiquement, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je suis arrivé dans les années 2000 sur le territoire. À l'époque, on n'était pas encore parc naturel régional. Et donc, j'ai contribué à l'élaboration de la charte du parc et donc au passage officiel en parc naturel régional en 2007. Donc, j'ai un profil d'écologue, mais aussi de géographe. J'ai l'équivalent d'un Master 2, même si à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça, sur les thématiques d'écologie, d'aménagement et de géographie, notamment à la faculté d'Aix-Marseille et aussi à Tours. Mais j'ai pu, dans mon cursus géographique, avoir quelques cours de climatologie qui sont maintenant un peu lointains, mais voilà, j'ai aussi fait de la climato. Et je défends souvent la géographie dans le sens où la biogéographie, ce qu'elle a d'intégrative et de catalyseur de différentes disciplines, et c'est très utile quand on travaille sur la gestion d'un territoire. Voilà, je me distingue de parfois certains de mes collègues qui sont très naturalistes et très scientifiques. Je le suis aussi, je ne me suis pas spécialisé, donc j'ai des connaissances un petit peu dans tous les domaines de la faune et de la flore, sans pouvoir prétendre à être spécialiste. On a dans nos milieux souvent des gens qui sont très ornithologues, mais qui ne connaissent pas forcément beaucoup les autres domaines. Donc voilà, moi je suis un peu plus généraliste dans ce domaine-là. Et puis, en fait, j'ai pu, j'en termine sur ma présentation, mais donc compléter donc ma formation initiale avec des expériences. Et en fait, je me rends compte que ça a toujours été en lien, bon, bien sûr avec les aires protégées, mais le pastoralisme et l'incendie aussi, puisque j'ai eu une expérience au parc de Corse, entre autres sur les questions d'élevage, de pastoralisme, en partie d'incendie. Et ensuite, j'ai une expérience de 2 ans en Nouvelle-Calédonie, donc la province Nord, service faune flore, où je suis intervenu aussi sur les problématiques de feux de brousse, d'écobuage, entre autres, et d'élevage aussi. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu le fil rouge pour l'instant de ma carrière, ces questions-là. Donc voilà, je vais en venir au territoire sur lequel donc j'interviens, qui sont les limites en vert. Donc on se situe dans un triangle. Au sud-ouest, vous avez Arles, au sud-est, vous avez Salon de Provence et au nord, vous avez Avignon. Donc bon, voilà, pour ce qui est le plus connu, c'est les Baux de Provence, Saint-Rémy de Provence, qui est au cœur du parc. On voit, c'est bien sur la photo aérienne, qu'on a une partie de relief calcaire de massif, qui est le plus grand massif forestier des Bouches-du-Rhône, 30 000 hectares environ,
qui est bordée donc de plaines agricoles. Au nord, la plaine du Comtat Vénessin jusqu'à Carpentras, et au sud, plutôt la plaine de Crau, qu'elle soit Crau, pardon, Crau sèche, donc vous voyez, c'est des couleurs plus beiges, ou Crau humide, puisqu'on a donc de l'irrigation via la Durance, qu'on peut apparaître en bleu sur la bordure est de la photo. Donc voilà pour les grandes caractéristiques. Et j'ai choisi cette photo aussi parce qu'elle fait apparaître au centre, donc avec des couleurs plus claires, au centre du massif forestier, ce qu'a donné l'incendie de 99 chez nous, qui a brûlé plus de 2300 hectares. Il y en a eu depuis, en 2005, deux supplémentaires de plusieurs milliers d'hectares, plutôt sur l'est du territoire, pour illustrer le fait que chez nous, donc, il y a une conjonction à la fois du fait qu'on se situe dans la vallée du Rhône, donc, qu'on voit apparaître à l'ouest du territoire, donc avec un régime extrêmement vanté. On a plus de 200 jours de Mistral fort par an, et puis donc des conditions de végétation, avec un massif qui s'est beaucoup refermé suite à l'abandon du pastoralisme dans les années 50, j'en reparlerai, qui a fait que le massif est devenu beaucoup plus combustible et donc très très sensible aux feux de forêt, notamment aux feux accidentels, mais surtout aux feux liés aux pyromanes et aux incendiaires. C'est ce qui nous a touché le plus ces dernières années, on pourra en reparler. Puisqu'on parle de solutions fondées sur la nature, j'ai remis une définition que vous devez connaître, qui est la définition de l'UICN officielle. Donc on a l'avantage d'avoir cette définition. On reparlera des solutions fondées sur la nature, mais cette définition a le mérite d'exister, de poser les choses. Moi, je défendrais le fait qu'elle est peut-être un peu trop inclusive, au sens où, quand on regarde bien, on peut y intégrer et y faire se connecter beaucoup de choses en mêlant le bien-être humain et les bénéfices pour la biodiversité. Moi, je serais assez partisan de jouer davantage en termes de communication, notamment pour le grand public, de réserver les solutions fondées sur la nature, sur les convergences, et notamment avec l'adaptation au changement climatique. D'ailleurs, il y a une nouvelle notion, entre guillemets, les SAFN, les solutions d'adaptation fondées sur la nature, qui m'apparaissent être très porteuses, puisque ça permet de faire converger notamment toutes les actions qui sont menées vis-à-vis du changement climatique et celles de la biodiversité. Donc, je pense qu'on est dans ce cadre-là. Et il y a notamment, vous devez le connaître, un programme qui démarre actuellement, dans lequel on n'est pas directement partenaire, mais on est impliqué, qui s'appelle Artisan, un LIFE, programme LIFE, qui est porté à l'échelon national, avec des antennes régionales, qui a pour objet de travailler sur ces SAFN. Voilà, je passe sur des éléments un petit peu historiques. Donc à gauche, une photo du début du XXe siècle, avec des troupeaux qui étaient très présents, qui sont présents de façon très très ancienne. Hein. Les chercheurs en la matière font remonter la présence des pratiques d'élevage et du pastoralisme dans la zone méditerranéenne, notamment française, à environ 8000 ans. Ils remontent, plus ils font de recherche, plus ils font remonter cette présence du pastoralisme, donc avec des pratiques conjuguées de brûlage dirigé, enfin d'écobuage à l'époque, avec le pastoralisme, qui a fait que pendant très longtemps, le massif des Alpilles est décrit d'ailleurs par Frédéric Mistral, apparaissait, il faisait la comparaison avec les rochers de la Grèce en termes de couleur, notamment des très blancs. Et donc, on a eu de tout temps, jusque dans l'après-guerre, en fait, qui a été la période de bascule des paysages
ruraux français de façon générale, pour plein de raisons, on pourra y revenir. Avec en plus chez nous un phénomène climatique qui a été un gel, celui de 56, qui a fait que il y a eu des interdictions de pâturage, de pratiques pastorales, au vu des velléités de reprise forestière et de programmes qui ont existé un petit peu chez nous, mais surtout ailleurs, de restauration des terrains de montagne, avec la plantation de résineux notamment. Donc on a été aussi concerné par ces campagnes-là. Et en fait, une guerre là aussi assez ancestrale sur beaucoup de territoires entre les bergers, les pasteurs et les forestiers, les eaux et forêts à l'époque. Et là, en l'occurrence, les eaux et forêts ont eu un bon argument pour pouvoir interdire les pratiques pastorales et donner la priorité au retour de la forêt, qu'on retrouve plutôt sur les illustrations de droite, où donc à la fois à la fin du pardon, à la fin du 19e siècle et du 20e siècle, il y a eu des campagnes massives de plantation de résineux, pas toujours locaux d'ailleurs. On a eu beaucoup de plantations de pins. Alors, chez nous, le pain classique indigène d'ailleurs, c'est le pain d'Alep, le pain blanc, et il y a eu des installations de pain brussia, qui est un pain qui vient du sud de l'Italie, dans des perspectives économiques, de perspectives de filière. On essaye de concrétiser au jour d'aujourd'hui, mais il faut savoir que pendant très longtemps, c'est en train un peu de s'améliorer, mais il y avait très peu de coupes et d'exploitation forestière pour des questions économiques aussi, de cours du bois et d'importation massive du bois qui arrivait à des prix beaucoup plus faibles que ce qu'on pouvait produire, et ce qui a fait que les perspectives, même si on cherche à les améliorer vers le bois d'œuvre, restent encore beaucoup axées autour du bois énergie et du bois de trituration actuellement, ce qui m'amène à amener quelques bémols parfois quand j'entends parler des problématiques de puits de carbone, de captation du carbone par les forêts, puisque quand ça part chez nous dans la plaquette ou de la trituration, je pense que l'intérêt du puits de carbone sur la forêt française, en tout cas méditerranéenne, est peut-être à relativiser. Mais on est quand même dans des perspectives de vieillissement et aussi de la forêt et de bois d'œuvre, j'en parlais. Donc j'ai un collègue qui travaille directement sur la réflexion prochaine de filière bois d'œuvre avec le pain d'Alep, qui a aussi des très bonnes caractéristiques biomécaniques pour cela. Il manque les débouchés, enfin les filières de transformation notamment, de sélection et de tri aussi, de sylviculture qui manquent. C'est pour ça que j'ai choisi une photo d'un peuplement forestier sans sylviculture, de pain d'Alep, qui est quand même très souvent le cas chez nous, avec des problématiques, on peut s'en rendre compte, de très très forte biomasse, phytomasse, avec des très hauts niveaux d'inflammabilité et de combustibilité, qui sont les deux grands critères à prendre en compte. Là, on a les deux. Donc je l'ai dit, on est, je pense, dans les zones en France qui sont les plus concernées par les problématiques d'incendie, aussi parce qu'on est sur des altitudes qui restent assez faibles. Hein. Le point culminant du parc des Alpilles, c'est 500 mètres. Donc si on prend un autre massif qui est en comparaison un petit peu, hein, mais qui est voisin, qui est un peu notre parc grand frère, qui est le Luberon, ils ont sur pas mal de leur surface des risques incendie et des fréquences de feu qui sont beaucoup moindres, parce que eux vont jusqu'à 1200, 1300 mètres. Donc il y a là aussi un phénomène climatique, hein, des taches de végétation qui jouent. Donc nous on reste sur le méso-méditerranéen. Parfois on fleure le thermo-méditerranéen avec un régime d'incendie très, très important. Donc la photo de gauche, là, c'est ce fameux incendie de 99 sur les communes de Mossane, Saint-Rémy, Mauriès.
Et donc, ce qui fait que la problématique incendie, prévention des incendies, est très certainement le motif premier d'intervention, d'aménagement, de gestion réalisée par un grand nombre d'acteurs sur le territoire. Le parc, puisqu'on a dans nos compétences, donc c'est le même collègue qui travaille sur ces questions forestières DFCI qui a en charge le PIDAF, c'est un plan départemental intercommunal de débroussaillement et d'aménagement forestier, c'est des outils qui sont en train de se transformer en plan développement de massifs forestiers, qui vise à toute la stratégie à mettre en œuvre, qui passe essentiellement par des pistes DFCI, des citernes, tout le travail de broyage, notamment des bandes débroussailles de sécurité, mise en sécurité des habitations et des voies de circulation. Voilà, et donc là-dessus, vous avez de nombreux partenaires que le parc essaye de coordonner, mais notamment les sapeurs forestiers du conseil départemental, les gens de l'Office national des forêts, aussi impliquer les gens du CRPF, Centre régional de la propriété forestière, et puis tous les comités communaux de feux de forêt, et bien sûr les services départementaux d'incendie et de secours, donc les services de pompiers. Donc tout ça pour dire qu'en termes de vigilance et d'intervention et de matériel, ce sont des millions d'euros qui tous les ans sont mis en œuvre grâce à de l'argent public sur un massif comme celui des Alpilles. C'est aussi pour ça qu'on défend les pratiques pastorales, je vais y venir, comme alternative parfois, notamment sur des interventions mécaniques qui sont très coûteuses. Donc j'en viens. Bon, non, je reste sur cette thématique incendie avant d'arriver sur le pastoralisme. Là, vous avez un exemple, en fait, pour illustrer un petit peu ce qui fait l'originalité et la richesse écologique de nos régions méditerranéennes. Ce sont souvent, même si on défend aussi un certain nombre de peuplements forestiers, mais la biodiversité méditerranéenne, quand on prend les listes d'espèces protégées, notamment, que ce soit pour les oiseaux, les insectes, les reptiles, les amphibiens pardon, et la flore, on se retrouve dans la plupart du temps sur des milieux qui sont secs et ensoleillés, des milieux ouverts, tels que ces milieux collinaires là, de garrigues très claires. Et ce sont ces milieux-là, qui sont gérés par le pastoralisme notamment, qui sont le support du nombre le plus important d'espèces protégées sur lequel, notamment au niveau du parc, on a des responsabilités de conservation. Quelques exemples. Vous avez un papillon qui s'appelle la proserpine, un oiseau maintenant très rare et très lié à ces milieux pâturés, mais aussi parfois incendiés, qui est le trachéoréaire et le lézard osselet. Des exemples de flore, notamment des iris ou des orchidées, qui sont présents dans ce type de milieu méditerranéen. Voilà, faut savoir qu'en Méditerranée, en zone méditerranéenne française, on fait partie du hotspot, un des 38 hotspots mondiaux de biodiversité. Les hotspots sont déterminés par rapport au croisement de deux phénomènes. La richesse en flore, donc puisque la richesse en faune est souvent corrélée à la richesse en flore, donc le nombre d'espèces végétales et le niveau de menace de vitesse de déclin, de disparition de cette flore au vu notamment des activités anthropiques. Et donc là, on se situe dans ces critères-là. Donc la zone méditerranéenne française, de façon générale, mais encore plus les secteurs qui sont les plus ouverts, et notamment entretenus par le pastoralisme, sont parmi les plus riches en France, avec les niveaux de conservation, d'enjeux de conservation les plus importants. Je déroule un petit peu, le temps que
Il y a un petit délai. Voilà. Donc, concernant les incendies, de façon générale, je vous parlerai rapidement des brûlages dirigés qu'on essaie de mettre en place, que je vais différencier du phénomène d'incendie. Il faut savoir que c'est parfois utilisé par certains écologues, avec raison, mais comme un argument justement plutôt favorable à la conservation de la nature. Je pense qu'il faut être assez vigilant, assez délicat avec la mise en avant de l'incendie, suivant les territoires sur lesquels on travaille. Nous, on travaille sur un territoire qui est très habité, hein, dans les Bouches du Rhône, notamment, donc qui a très habité et très fréquenté. Donc on ne peut pas se permettre de défendre entre guillemets l'incendie, en tout cas les incendies avec le régime qu'ils ont actuellement, c'est-à-dire des incendies sur plusieurs milliers d'hectares qui entraînent une vraie perte de contrôle par les services de secours et d'incendie, hein, notamment dans les cas de figure où il y a un vent très, très important. Donc on ne peut pas s'appuyer sur ces arguments pour dire que c'est le moyen sur lequel on compte pour gérer nos milieux ouverts. Aussi pour des raisons écologiques de base, c'est le fait que les incendies sur de grandes surfaces comme ça entraînent une mortalité de la faune peu mobile qui est quand même importante. C'est des photos, je ne sais pas si vous la voyez, hein, de reptiles qui sont retrouvés notamment après les grands feux, hein, puisque les vitesses de déplacement des incendies en cas de grand vent sont vraiment très impressionnantes. Ça va plus vite qu'un homme qui marche, par exemple. Donc pour la faune, c'est souvent très très dévastateur, la faune peu mobile. Ça entraîne des problématiques d'érosion, donc ça c'est la photo du milieu en bas, qui sont pas négligées aussi, et donc qui nous font dire que la répétition des incendies sur de grandes surfaces pose aussi des problématiques écologiques de disparition des sols sur certains secteurs. Et ensuite, on n'est pas, nous, favorables à la réouverture de tous les milieux. On a quelques secteurs de fonds de vallon ou de forêts sur des stations favorables, notamment de chênes verts, quelques forêts anciennes de chênes verts ou d'herbicides, sur lesquels l'enjeu, là, c'est la conservation du peuplement et son maintien. Et donc, dans le cadre d'incendies féroces, comme ils l'appellent en Australie, on n'a pas encore ces phénomènes-là, mais on pourrait s'en rapprocher. Donc, ces trois paramètres écologiques sont mis en défaut, et donc il faut relativiser l'intérêt écologique des incendies incontrôlés, on va dire. Je déroule. Donc, bon, ça j'en ai parlé, c'est le premier motif d'aménagement et de gestion. La PFCI, c'est la prévention des PFCI, des feux, pardon, la prévention des forêts contre l'incendie. Il y a la DFCI, Défense de la forêt contre les incendies. Donc là, ça englobe la lutte. Et la PFCI, c'est toutes les actions de prévention. Donc, broyage de la végétation, forestière, pistes dont j'ai parlé. Alors, quelques éléments rapides, hein, de stratégie DFCI. Quand on réfléchit à la prévention des incendies sur un territoire, on réfléchit en termes de risques induits et de risques subis. Les risques induits, c'est les zones sur lesquelles les feux, s'il y a naissance de feux, vont brûler des grands secteurs forestiers. C'est tous les piémonts nord, par exemple, chez nous, puisque le vent dominant est le vent qui vient du nord. Donc tous les piémonts très embroussaillés au nord sont pour nous des zones de risque induit, des zones de poudrière. Et le risque subi est par contre notamment toutes les zones d'habitation qui vont se situer en proximité ou en continuité immédiate de ces zones où si le feu naît, il peut
peut amener des vraies problématiques sur la sécurité des biens et des personnes, qui reste quand même la priorité sur un territoire habité comme le nôtre, comme j'en ai parlé. Donc, il faut savoir aussi que dans les discussions qu'on a sur ces actions de prévention et au dire de ce que nous disent les pompiers, il y a une forme de fatalité, c'est-à-dire que notamment tout le réseau de pistes a une utilité en cas de feu naissant pour accéder, pour permettre aux pompiers d'accéder, d'éteindre un feu naissant. Maintenant, une fois que le feu est constitué en conditions de vent important, là, c'est uniquement les moyens aériens qui sont possibles et ils ne sont pas possibles la nuit, d'où voilà, les limites aussi à la lutte contre les incendies quand les feux naissent la nuit sur certains secteurs. Et malheureusement, ça a été le cas de certains incendies récents qui ont été mis par des incendiaires. Voilà, là j'ai mis juste sur la photo de gauche un exemple les OLD sont les obligations légales de débroussaillement, qui sont les obligations notamment autour des habitations qui se situent dans le massif, d'un traitement de la végétation qu'on souhaite sélectif, mais donc voilà, c'est une dimension qui a trait à la légalité. Pour tous les travaux qu'on mène vis-à-vis du risque incendie, donc on intègre les sensibilités écologiques. Là, j'ai mis un exemple d'un rapace qui est nicheur en zone forestière et qui peut être concerné par des interventions sur les pins notamment. Il niche très souvent dans les pins, dans des vallons un peu calmes, qui s'appelle le circaète, qui est une de nos espèces un peu phares au niveau des rapaces. Donc ça, j'en ai parlé. On essaye d'adapter toutes nos interventions vis-à-vis de la présence de certains espaces boisés. Un exemple de chênaie verte et de taille assez ancienne chênaie verte. Et chez nous, on a aussi des ripicides de peupliers blancs. Et ensuite, quand on intervient sur deux exemples on va dire, de garrigues ou de milieux ouverts, voilà, on essaye d'intervenir de façon sélective par rapport aux buissons, à la typologie des buissonnantes qu'il y a sur place, notamment les genévriers. Voilà, on essaye de maintenir en place un certain nombre de végétations buissonnantes pour avoir ces milieux un petit peu en mosaïque qui sont les plus favorables à la faune et qui sont d'ailleurs, je vais y venir, gérés la plupart du temps par des troupeaux chez nous. Donc voilà, j'en viens au pastoralisme. Donc chez nous, le fait marquant, c'est que l'origine de la réunion des élus autour du massif des Alpilles, des 16 communes présentes, ça a été la question des incendies et ça a été la question aussi du pastoralisme. Les communes se sont réunies dans les années 90 en syndicats intercommunaux sylvo-pastoraux pour permettre un peu une coordination au niveau du passage des bergers, puisque bon, des fois ils dépassent le cadre strictement communal. Donc il y a eu, donc j'ai parlé tout à l'heure de l'interdiction des troupeaux dans les années 50. Jusque dans les années 50, il y avait une très forte présence de troupeaux, notamment de petits troupeaux. Donc ça, c'est un élément qui a beaucoup changé chez nous, c'est la taille des troupeaux pour des raisons économiques. Mais jusqu'à l'après-guerre, beaucoup de familles avaient des petits troupeaux qu'elles réunissaient pour les garder, mais bon, ça faisait vraiment partie de l'économie vivrière du territoire. Comme je l'ai dit, on a 3 types de filières d'élevage pastoral. Là, vous en voyez en apparaître 2. Au niveau des ovins, donc c'est essentiellement des brebis mérinos qui sont originaires du pays d'Arles. Il faut savoir qu'on est à proximité immédiate du plus grand bassin ovin de France, qui est la Crau, la plaine de la Crau. Et donc, on a une très forte demande d'éleveurs ovins pour venir pâturer en colline
pour faire ce qu'on appelle la petite transhumance, c'est-à-dire les périodes un petit peu de jointure entre le pâturage en prairie de Cros et la montée en estive. Donc, fin d'hiver, début de printemps chez nous. On a de plus en plus d'éleveurs caprins qui viennent s'installer. Là, vous avez un exemple de chèvre du Rove, qui est une chèvre locale, Rove se situant près de Marseille. Et donc, qui sont des chèvres particulièrement adaptées à nos collines et aux épineux. Voilà, on a donc des jeunes éleveurs qui viennent s'installer et qui font là pour le coup des fromages et qui les vendent localement. Donc, c'est une activité assez dynamique. Et ensuite, on a une dernière filière avec la proximité de la Camargue, notamment de troupeaux bovins, que ce soit taureaux espagnols de corrida ou taureaux camarguais, avec une valorisation de la viande, mais aussi pour les événements, que ce soit course à la cocarde ou corrida. Donc voilà, il y a un dynamisme quand même. On a entre guillemets cette chance. C'est pas le cas de beaucoup d'espaces naturels en France ou même dans le sud de la France qui n'ont pas cette proximité, cette présence de troupeaux qui sont demandeurs de pâturage dans l'espace naturel. Et ça donne lieu, ce qui n'est pas notre cas, mais il y a certains espaces naturels qui soient réserves ou même parfois parcs, qui font l'acquisition de troupeaux pour gérer les milieux, aussi par rapport au risque incendie, mais par rapport aussi à l'entretien des milieux pour des raisons écologiques. Un des avantages qu'on met en avant, nous, des pratiques pastorales et la différence qu'il y a par rapport notamment au passage de machines de broyage, c'est l'effet du troupeau en fait en termes d'hétérogénéité de son prélèvement sur la végétation, qui est beaucoup moins systématique et beaucoup plus sélectif que le passage des machines. Donc ça permet un travail beaucoup plus fin en termes d'écologie, d'avoir beaucoup plus d'écotones qui sont ces milieux d'interface entre différents types de milieux. Et ensuite, il y a l'apport de tout ce qui est l'éjection des troupeaux, qui a aussi un intérêt en termes écologiques, notamment par rapport aux insectes, aux coléoptères, qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Donc le pastoralisme en termes de gestion écologique des milieux a fait ses preuves. Il y a beaucoup de travaux de recherche qui le mettent en avant, sous réserve bien sûr d'adapter la charge pastorale au milieu. Et c'est chez nous systématiquement le cas. Donc il y a des conventions pastorales qui sont mises en place. Il y a des dispositifs contractuels, notamment de mesures agro-environnementales, qui permettent de cadrer ces calendriers de présence, la taille des troupeaux, les différents types de pratiques. Donc on a, contrairement à d'autres régions en France, souvent les alpages, pas de problématique de surpâturage, parce que c'est vrai que trop de présence de troupeaux peut aussi avoir des effets délétères, notamment sur la flore. C'est pas notre cas chez nous, y compris pour les chèvres qui sont réputées pouvant faire des dégâts. Mais chez nous, tout est cadré avec des conventions de plans de gestion pastoraux. J'avance. Un autre exemple d'intervention qu'on fait en lien avec le pastoralisme, c'est on intervient sur des interfaces habitation massif. Là, c'est sur la photo de gauche, vous voyez apparaître en rouge les zones de poudrière, de foncier très morcelé sur lequel on était intervenu à Saint-Rémy de Provence, et où on a mis en place derrière du pastoralisme quand c'était possible. Voilà un petit peu à droite le résultat du type de milieu, voilà, avec pas mal d'herbacées, le maintien quand même de certains arbres qui sont gérés par le pastoralisme et qui amènent donc des critères beaucoup plus avantageux en termes de combustibilité et d'inflammabilité sur beaucoup de secteurs. Donc là, c'est une des convergences sur lesquelles on joue. Donc, les aspects écologiques dont j'ai un peu parlé, la prévention des incendies, on pourrait citer la chasse aussi, puisque les milieux de droite sont très favorables aux lapins, aux perdrix, qui sont les espèces de petits gibiers qui intéressent beaucoup les chasseurs localement. Il y a de plus en plus de chasseurs de sangliers, mais on a encore des populations de chasseurs intéressés par le petit gibier. Voilà. Et la vie locale aussi, puisque
la présence de troupeaux, de bergers, voilà, amène aussi une certaine économie sur le territoire. Voilà, donc on a engagé avec d'autres partenaires. Il y a un partenaire qu'il faut que je cite quand même qui s'appelle le CERPAM, qui est donc un institut proche de la Chambre régionale d'agriculture, qui nous aide, qui aide les gestionnaires d'espaces protégés sur la remise en place de troupeaux sur les territoires, aussi en lien avec le pastoralisme, avec la question des incendies. Notamment, et qui nous a aidé au redéploiement pastoral. C'est d'ailleurs lui qui, dès les années 90, a fait un gros travail qui a permis de passer quasiment donc de plus aucune unité pastorale sur le territoire suite aux interdictions à une cinquantaine d'unités pastorales maintenant qu'on a et qu'on cherche à développer encore plus avec des réflexions, notamment sur les territoires pastoraux vacants qui restent, sur lesquels on cherche à réinstaller des éleveurs là où c'est jugé intéressant pour les enjeux dont j'ai parlé. Donc une diapo pour illustrer un petit peu la transition vers laquelle on cherche à aller, de milieux très, j'en ai parlé, très combustibles, souvent très délaissés, abandonnés. Il y a beaucoup de secteurs forestiers qui ne font l'objet d'aucune sylviculture, avec les problématiques aussi sanitaires pour les forêts que ça pose. Donc on est dans le cas d'une déprise qui a été générale en France, qui est peut-être un petit peu moins forte chez nous. En tout cas, bon, des prises pastorales, j'en ai parlé, il y en a eu une assez importante pendant 40 ans. Au niveau agricole, c'est un peu moins vrai. J'aurais pas forcément le temps d'en parler là, mais il y a des dynamiques de filières agricoles qui sont chez nous encore en bonne santé. Je pense au vin dans les Alpilles, à l'huile d'olive qui s'est quand même assez, aux pratiques oléicoles qui se sont assez bien maintenues par rapport à d'autres territoires. Et donc on cherche à aller vers donc un exemple sur la photo du bas de secteur des Alpilles sur lequel on a intervenu donc avec le CERPAM, différents acteurs, l'ONF, les communes bien sûr, pour remettre en place donc ces secteurs de plusieurs dizaines d'hectares qui ont été réhabilités, c'est-à-dire il y a eu des travaux de réouverture, mais qui sont gérés maintenant par des troupeaux. Et là, on est sur une des communes du parc qui s'appelle Oreille. Et ce plateau-là, qui a été réouvert et entretenu par des troupeaux, se situe en amont du village d'Oreille, avec un aspect de protection du village vis-à-vis d'un feu qui pourrait venir du nord, vis-à-vis du nord. Donc voilà, qui est un des exemples qu'on défend, parce qu'on y a aussi travaillé avec les chasseurs, qui voient tout l'intérêt aussi à ce qu'on gère ce type d'espace-là, en plus de tout le suivi écologique qu'on réalise sur ce type de milieu, puisque c'est le milieu de prédilection, pour citer notre espèce, de l'aigle de Bonelli, qui est une de nos espèces phares, qui vient donc s'alimenter sur ce type de milieu-là. Donc on est sur un aspect de convergence important, qui nous font dire qu'on est sur des solutions d'adaptation fondées sur la nature dans ce cadre-là. J'ai dit que je parlerai un petit peu de brûlage dirigé. Donc ça, c'est sur la photo de gauche. On a très peu d'exemples d'actions qui ont été menées. Il y a de fortes réticences locales. C'est un peu différent sur d'autres territoires proches, comme le Luberon. Mais par rapport à cette historique et cette fréquence des incendies, les élus notamment nous disent être quand même très réticents à ce qu'on pratique le brûlage dirigé. On a fait quand même quelques expérimentations, notamment sur des secteurs qui étaient très compliqués pour des raisons de pente. On s'en rend pas forcément compte sur cette photo-là, mais c'est des pentes qui sont souvent assez importantes
dans certains secteurs et où les machines ne peuvent pas forcément intervenir aussi pour des questions d'accès sur les pistes et autres. Et donc, voilà, on souhaite réserver un petit peu ces interventions de brûlage dirigé avec des partenaires, bien sûr, spécialisés. Il y a des formations de plus en plus sur ces questions-là, pour à terme quand même essayer de développer ces programmes de brûlage dirigé. Mais bon, jusqu'à présent, on a eu pas mal de réticences, avec un autre facteur qu'il faut prendre en compte, c'est que les meilleurs spécialistes du brûlage dirigé vous diront que le risque zéro, bien sûr, n'existe pas. Et donc le risque que le feu échappe à cette action-là n'est pas nul, malheureusement, avec des conséquences qui localement seraient très compliquées à gérer. Donc l'aspect responsabilité de ce type d'opération, voilà, est à considérer. À droite, j'ai mis un petit livret pour ceux qui voudraient aller plus loin, qui est en ligne, voilà, que vous pouvez télécharger. Vous tapez éco-pastoralisme Alpi, vous tombez dessus. Il est téléchargeable sur le site du parc et qui nous a permis de réunir pas mal de témoignages, de retours d'expérience sur un programme qu'on a mené pendant 5 ans, qui s'appelait Live des Alpis, sur lequel on a travaillé sur pas mal d'oiseaux dans les Alpes en lien avec les activités humaines. Celui que vous voyez apparaître là en exemple, c'est le vautour percnoptère, qui est une de nos autres espèces phares, qui est un petit vautour migrateur qui est encore présent sur le parc des Alpes et qui lui est directement lié aux pratiques pastorales, en plus parce qu'il s'alimente en partie des déjections des troupeaux, pour l'anecdote, mais voilà, ça fait partie des espèces qui sont très liées à la présence des troupeaux sur le territoire. Just a little question. You mentioned that in Valencia there was a study about the link between the population and the fire, but do you have other examples or something to add? Because I didn't get everything well. Okay, yeah. I can just explain. In Valencia, actually, when we see the trend, so first of all, it's in the Mediterranean area. So we do have the example of Valencia, but we can also see the same trend. At least we can see the same trends in the northern Africa, which is interesting because even though there are different contexts, we can see that, for instance, in Nigeria, they are having the tendency to urbanization, and we can see in these areas the growth of the fire areas. At the same time, we can see also, so the early warning was also meant for other regions. You can see in Morocco that we have the study actually shows that in Morocco we have some patterns that are close to what we can see in Valencia. So it might be a signal for the future in Morocco to be aware of that and try to find solutions before having the problems that Valencia is facing. Just one thing, actually also, so linked to that, to that graph. One important thing is that after we talked about that graph, it summarizes a great shift from the population in the rural areas. So it can mix different things, such as the difference in traditional fires, but also it could be influenced by other agricultural practices, including what after Batil talked about, maybe the effects of, and also, well, our intervenant talks about the pastoralism, so the effects of maybe the herbivores in eating this grass. And so that graph summarizes a lot, but definitely there's a partial reason from the fires, and might have other reasons. So I have, in fact, 2 or 3 questions. The first one is, Jean-Michel talked a lot about the role of wind
And when you showed your cartoon on the role of connectivity, I wonder whether if you had strong winds, connectivity will matter or not. So we didn't dig a lot about on the wind side. We saw that what will influence wind is obviously the landscape and also climate. So with climate change, we change the wind factor. And so about the connectivity, I could just answer with my prior, which is that yes, with higher wind, you need more connectivity to reach a large fire. Yes. But I cannot. Yeah, because I think I mean, in what Jean-Michel showed is that the wind, especially in this part of France, is a very strong activator and disperser of fire. And while I think there are some limits of the connectivity models to this. Another thing that we didn't dig a lot is the slope. In production, the fact that it's more difficult to prevent fires, for instance, so with mechanical prevention, because your machines cannot go on the slope, and also with fire. I guess on one of your pictures, we can see that they start burning at the top of the slope, and then they go down in order not to have a big spreading of the fire. On va peut-être switcher sur. Vous nous entendez à nouveau là, Jean-Michel? Oui, je suis désolé, tout s'est arrêté de mon côté. Hein. J'ai dû tout relancer, il n'y avait plus rien qui marchait. Bon, du coup, on a commencé des questions à peut-être passer en. Oui, on vous entend. Oui, bien sûr. J'avais une question. Alors, je comprends bien l'anglais, mais je suis désolé, mais je vous parlerai en français. Mais Non, je comprends. Hein, voilà. On va repasser en français là. Moi, j'avais une question aussi. Donc, vous avez montré comme des solutions. Donc, dans le groupe étudiant, ils ont montré une de solutions qui est le prescribed burnings. Et vous avez parlé d'éco-buage. Alors, je savais pas ce que c'était, donc je suis allée regarder sur Internet. Donc, du coup, est-ce que vous pouvez parler de définir l'éco-buage et ensuite voir est-ce que finalement c'est ce que vous regardez? Je n'ai pas l'impression parce que les photos que vous nous avez montrées, je pense que c'est pas de l'éco-buage. Et du coup, je me posais la question. Oui, tout à fait. Feu. Ouais, vous faites bien. C'est effectivement une question intéressante. Alors, pour moi, l'écobuage, ce sont les pratiques ancestrales. Hein, donc, l'homme de tout temps, alors, soit pour des cultures sur brûlis, mais aussi et surtout pour donner du pâturage à leurs bêtes, l'homme a utilisé le brûlage de secteurs entiers, souvent sur des grandes surfaces et de façon relativement incontrôlée. Même si je pense qu'il y a des vrais savoirs ancestraux liés à l'écobuage. Mais je pense que ce qui le distingue du brûlage dirigé, c'est les techniques modernes qui sont très cadrées, très encadrées, de brûlage très ciblé sur des plus petites surfaces. Et je pense que ce qui fait notamment la différence, c'est la présence des pompiers sur place, c'est-à-dire dans les protocoles de brûlage dirigé, vous avez toujours des services dédiés au cas où notamment le feu échappe pour pouvoir intervenir rapidement. Donc voilà, ce qui n'est pas le cas de l'écobuage, qui je crois, alors ça ne se pratique pas chez nous, mais se pratique encore beaucoup dans les Pyrénées. Le mot Pyrénées venant du feu, hein. Donc c'est des pratiques très traditionnelles, très anciennes. Et pour donner un exemple de ça, je parlais de la Nouvelle-Calédonie. Donc j'étais intervenu sur des programmes liés au feu, notamment à la sensibilisation, puisqu'il y a des phénomènes culturels qui sont très importants là-bas aussi.
de brûlage de la montagne sur des cultures sur brûlis, mais aussi pareil pour le pastoralisme, avec en plus un phénomène qui m'a beaucoup marqué, c'est que en fait, dans les tribus, devenaient propriétaires entre guillemets de secteurs de montagne, celui qui le premier le défrichait en général en le brûlant. Donc il y a un aspect comme ça d'appropriation via le feu qui était voilà, dans ces sociétés très traditionnelles. Et donc dans beaucoup de pays tropicaux, alors je crois que le summum, c'est des endroits dont on nous parlait souvent quand j'étais là-bas, qui est Madagascar, qui a quasiment perdu une très très forte part de sa biodiversité au vu des pratiques de brûlage. Je crois qu'il y a un autre exemple sur Haïti qui fait un peu la même chose, aussi au vu des conditions économiques des populations. Mais en Calédonie, c'est quand même aussi bien marqué, hein, notamment sur la côte ouest, qui est la partie la plus sèche. Et il y a des gros problèmes sur la biodiversité, puisque les forêts dites endémiques des forêts sèches, là-bas, qui sont très très riches en biodiversité, étaient quasiment disparues du fait des pratiques de brûlage, mais aussi d'élevage, qui là-bas est souvent très, très intensif. Voilà pour vous répondre. J'ai une dernière question pour vous, les étudiants, sur votre projet, que j'ai trouvé très intéressant. Donc, on a aussi un modèle de feu dans Orchidée. Et finalement, la raison pour laquelle, il me semble, hein, les modèles représentent mal les feux, c'est aussi parce que on a du mal à simuler les feux naturels versus les feux anthropisés, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment allumés par l'homme et ça fait des grosses différences. Et après, je me posais la question, donc vous souhaitez rajouter des processus, notamment des processus de connectivité. Par contre, on localise pas les arbres dans un modèle. D'accord, on est sur un pixel de, je sais pas, disons 50 km de côté. Sur ce pixel-là, on a une fraction d'arbres, une fraction d'herbacées. Parfois, on a une fraction d'herbivores. Mais il n'y a pas de connectivité. Donc, ça rend compliqué. Ça peut, je trouve ça très intéressant, mais ça peut obliger à aller vers une autre forme de modélisation, déjà à la base du fonctionnement des écosystèmes. Alors, il y en a qui le font, hein, le modèle LPJ, LPJS, où il y en a un qui est centré sur l'arbre et l'autre qui est plutôt centré sur la fraction. Voilà, donc je voulais savoir si vous aviez regardé un petit peu ça ou pas, parce que je trouvais que votre proposition était assez intéressante. En fait, sur les modèles qui sont donc sur ce projet Fire MIP, Fire Hyper Comparison Project. Donc il y en a une, je ne sais même pas si le vote est blanc ou pas. Mais c'est vrai que les deux caractéristiques des trois que Thomas a énoncées, c'est qu'il y a l'humidité du bois et la quantité. Il n'y a pas du tout la connectivité. Et en effet, c'est quelque chose qu'on voudrait rajouter parce que quand je disais que ce qu'ils ont montré dans cette comparaison de modèles, qu'en effet, ce qu'ils n'arrivaient pas à montrer, c'était les dynamiques de végétation. Et c'était pas très très bien expliqué ce qui sous-tendait dans les dynamiques de végétation. Mais vu que vraiment dans ces modèles-là, il y avait un paramètre de quantité, il y avait un paramètre d'humidité, etc., là on se dit c'est la connectivité qui manque en fait dans ces modèles. Et la connectivité, elle est liée soit à la façon dont la forêt est gérée, etc., donc dans ce cas c'est par l'homme, soit elle peut être liée justement à la présence de ces animaux, surtout dans les savanes. On a vu que c'était les zones tropicales en fait qui étaient surtout mal représentées. Et on sait que dans ces savanes-là, il y a tous ces larges vertébrés, ces herbivores, etc. Donc en les rajoutant, est-ce qu'on n'arriverait pas à modéliser un petit peu où est-ce que la végétation est disposée et comment elle est connectée entre elles, en ayant ces herbivores en plus dedans, puisqu'ils sont là, et en fait ils ne sont pas du tout modélisés, et peut-être que c'est pour ça qu'on voit ces énormes écarts entre les observations et les modèles, surtout dans les autres publications.
juste une petite remarque. Excusez-moi. Il y a un travail d'évaluation logicielle sur les questions en anglais. Donc, on va poser les questions en français. Et si répondez en anglais. Désolé de. Ah oui, oui, Voilà. It's not their fault, right? Yeah, I'm not saying it's not that. I can do it again in English. I think. So you have to redo everything in English. Je rebondis sur la première question de Nathalie. Bon, il n'y a pas encore de coordonnées quand même. Non, mais je sais que celui que je connais dans Firewheel, c'est des modèles. Les modèles qui sont présentés là-dedans sont des modèles un peu comme Orchidée qui sont basés là-dessus. C'est là-dessus qu'ils ont basé leur projet. I don't know if you read our report, but there's this scheme in the end of our report that shows on what are based these models in Firewheel and exactly what they're taking to the ignition sources. Or they're trying to modelize human behavior, which I think is also hard. Like I said, it's hard to know when it's going to ignite by humans. And then there is a fuel characteristic, which is cobalt and combustion. Et donc, j'avais une question là sur le feu de respire. Et les copuages. Vous avez montré des effets sur les émissions de carbone dans l'atmosphère. Est-ce que vous avez des informations sur le retour de matière organique dans le sol lié à ces feux d'écobuage ou de respire? Alors, je sais pas si je peux le dire. Quel est le terme en français? Yeah, first of I don't know, I don't do it so much. First of all, I think although it's not the same as the equation was explained, it could be understand more or less the same traditional fire regimes. It can be understood inside the fragments because it's not fluid rigid that is inside the fragments. Back to your question, is that so we don't have the results in numbers. What we can see is that we have the graph about the meta-analysis of the soil. That we can see that they are beneficial for carbon stock in soil. So this could show that fragments having smaller effects, which is to the landscape could integrate better the carbon and the burnt inputs into the soil, at least better than wildfires. I mean, it's not a good answer because we don't have the numbers, but it could, it's found to be a little bit better than wildfires. Does this answer? Est-ce que Jean-Michel, vous avez un commentaire sur cette idée de stocker, le stockage de matière organique qu'on pourrait apporter ces copuages, l'intérêt justement pour les prairies dans les Pyrénées? Non, j'ai pas forcément d'idée là-dessus, non. Désolé. Perhaps could you answer the two questions coming from the chat? So about the last one, are there some species that are more flammable, for instance? Yes, that's it. So yes, in fact, so one factor we mentioned the moisture. So according to the plant species, you have different plant moisture. Easy to promote fire, but there is also the surface to volume ratio of the plants, and so high surface to volume ratio will promote fire, and so this is one of the mechanisms we saw with the C4 plants, which are highly flammable. So these plants are flammable because of these characteristics. This promotes fire. Then they disperse their seeds,
And since they are fast growing, they will replace the other plants in the ecosystem. But you have also some the opposite trends with invasive species, with species that are really resistant to fire. And so when the fire happens, it will burn everything but these plants that are resistant, and little by little they will replace the other plants, and by this mechanism, decreasing the overall ecosystem planability. So you have the two opposite trends that are possible. So if I follow what you are just saying, it means that you could manage fire by planting, let's say, understory vegetation that is not very flammable. Yeah, that's possible. Is that something that? Yes, but as always, you have some between biodiversity. Just to add on that, when I was looking about species that could help fire management, it's been mentioned that there were more flammable than others. But the idea stopped directly because I was saying you're not going to plant one specific plant. You're going to have all the other big problems of having like monoculture or anything. So there, it was one of the sustainable solutions to actually use that the study doesn't go very on using them. I mean, this is also linked to someone's question. Okay, just to complete a little bit, because this is also linked that we showed a little bit of a mix of solutions, and then one of the results that we found is that the solution shouldn't be global. We should actually take into account what's happening in the territory, and so this is why fragment can be helpful sometimes because we don't have to change the landscape itself. We can just preserve the landscape as it is, but doing this technique. But sometimes also can be used, a video can be used, or sometimes maybe planting some specific species can be used. There is already some plantation going on. The idea is to the mix of solutions is not to be seen as one we should use between but whether to take all this and try to incorporate each solution in the best place. Yeah, just had the question from Anna. I don't. About the possible valorization, I think the use, for instance, of this fuel load as a biofuel. I think we didn't see a lot of this. I would say that the main problem that the management itself requires already some costs, and this cost is, I mean, depends also if you are integrating local people and all, it depends on a lot of things. But it already costs something, and maybe the valorization can compensate that, but introducing, taking this flow out of the forest and then transforming that in biofuel, I mean, it would be a high cost. Maybe the valorization could compensate that, but we didn't find any study that would do this equation. I think just to add on that, what we've seen very often is that these fires start in unmanaged forests. It's actually why we're trying to manage fire in this forest. If there were already a production and something to do with that wood, there wouldn't even we wouldn't even try to manage fire because, like in the RP, it would stop to actually already take up some fuel load and everything. So it could be a good idea, but I think if not done, it's mostly because we have to manage fire when we actually already not managing the forest. Alors, j'ai une question, mais avant ma question, j'ai envie de vérifier que j'ai bien compris de manière très globale et ma manière globale de comprendre les choses me pose problème. Au début,
vous dites il y a une réduction à l'échelle globale des feux, en particulier dans les savanes ou dans les milieux peu arborés. Et le problème de l'augmentation des feux, c'est les forêts très denses ou avec une grosse fraction. Et dans les solutions pour qu'il y ait moins de feux incontrôlés, vous suggérez d'améliorer la déconnexion entre des îlots entre des écosystèmes. Très bien illustré. Et dans ma tête, je me dis, donc, là où les feux augmentent, c'est là qu'il faut créer les disjonctions entre plein de petits écosystèmes. Et on m'apprend, je crois un peu savoir que le fractionnement du paysage n'est pas très bon pour la biodiversité, en particulier dans les zones forestières. Alors, qu'est-ce que j'ai pas bien compris? Parce que je me dis que vous voulez fractionner des forêts denses sur lesquelles l'écologie est plus favorable dans ces forêts-là pour éviter le feu qui est en train de... Donc, qu'est-ce que j'ai pas bien compris? Merci pour la question. Il n'y a pas de vent aussi dans ces régions. Oui. Qu'est-ce que j'ai pas bien compris? Parce que la déconnexion, elle est utile dans les savanes. J'ai pas de problème. Donc, elle existe. So we said forest as one only category, but you have many very different kinds of forests. And more specifically, if you look at in temperate forests, you don't have this increase in fires, and most of the problem is in tropical forests and in boreal forests. And if you look at the tropical forests, the cause of this increase of fires is the human emission. Okay. So it's not really about, in this case, this wouldn't be about management of natural fires and how to prevent them. It would be more about how to prevent deforestation in these areas, which are aimed at replacing forests by grazing or crops. But there is still a good point of boreal forest, because some causes of this increase in fires in the boreal forest is due to humans, but it's also a lot due to climate change and increase in temperatures and heat wave. And actually, for boreal forests, well, there could be the rivers, but about the connectivity, I don't know where the solutions in this kind of forests. Okay. It's also, when you look at the forest in the United States, for example, like North America and everything about the tropics in this area, it's really where it's the most ignited by humans. So actually, but that wasn't really the point of the talk today. The first solution to put in place there, it's prevention to stop this human emission. I think we saw that in the United States, it was more than 75% of the fires started by humans. So it's, of course, our solution, like Pedro, wouldn't be worldwide, etc. But in regions where it's mostly humans starting the fire, it's about finding a solution how to manage them. But also, maybe we haven't mentioned enough, it's also going to be about doing prevention. And that's already, if it's working, we're going to actually completely decrease this fire completely. So it was also important to look, even if they don't look like the more important fires, where it's not even ignited, because that's where we are not going to be able to do anything else but just manage them. Yes. Both were very good. Yeah, sometimes just we shouldn't try to find solutions, because actually the problem shouldn't be there. It's basically that. and also that's one of the reasons in the beginning, when I tried prescribed burnings, I cited the three functions, because in the literature you can find prescribed burnings to
transforming forests into croplands. So you could say that what's happening in the Amazon right now is prescribed burns. This is not prescribed burns as an NBS. So that's why I try to be very clear in the definition to not come up with mixed things. And I think tomorrow is very good. Mais ah bah vas-y. Moi, c'est juste pour venir un peu en complément de ce que vous avez dit, Monsieur Pierratsou, par rapport à l'écobuage et par rapport au carbone. C'est la question qu'a posée Sébastien. Historiquement parlant, l'écobuage, c'est vieux, ça faisait de la préhistoire et c'était enfin, les hommes ils chassaient, et quand il y avait plus d'animaux, c'est qu'ils avaient pâturé, l'herbe qui repoussait, c'était pas forcément bonne. Donc ils ont trouvé la solution de brûler les prairies, et quand ça repoussait, les animaux revenaient, c'était de bonne qualité. Donc je pense que derrière ça, et c'était encore utilisé pour ça, historiquement parlant. Donc je pense que du point de vue qualitatif, si la prairie qui repousse est de bonne qualité, c'est sûrement qu'il y a un bénéfice par rapport au carbone. Maintenant, je ne pense pas que dans les Pyrénées, ça sera utilisé forcément pour ça. Je pense que c'est plutôt à des fins de gestion, parce qu'il y a quand même beaucoup moins d'estives et de pâturage dans les montagnes et de pastoralisme moins qu'avant. Mais historiquement parlant, je pense qu'il y a un bénéfice par rapport au carbone. Peut-être que c'est faux, mais c'est voilà. Juste pour compléter ça. J'avais une question. Vous proposez peut-être que Vous pouvez préciser le lien avec le carbone, excusez-moi. Comment? Pardon, on vous a mal entendu. Excusez-moi. Est-ce que vous, dans la question précédente, juste préciser le lien avec le carbone et la qualité des prairies? J'ai pas bien saisi. Donc c'est plutôt un commentaire. Non, ce que je disais, c'est que ça ramenait du carbone, de la matière organique dans les sols, et du coup, ça favorisait la repousse et des. Tout à fait, ouais. Il y a deux effets. Si on regarde le pastoralisme, mais encore plus les cultures sur brûlis, enfin les pratiques d'élevage, vous avez, quand vous brûlez des secteurs de végétation très impénétrables, vous permettez à vos troupeaux de pouvoir y accéder. Et en plus, effectivement, comme vous dites, la cendre se retrouvant dans les sols, ça amène des repousses de végétation particulièrement favorables. Et c'est un petit peu le cas aussi pour les cultures sur brûlis. Ça vous amène un amendement très favorable aux pratiques qui suivent. Donc, je pense que c'est une des raisons, enfin c'est la raison pour laquelle l'homme a coévolué avec le feu depuis des milliers d'années. Je dis juste un mot là, un petit peu pas conclusif, mais de complément très rapide à ce que j'évoquais, pour dire que donc j'ai pas forcément eu le temps de vous parler du lien avec les changements attendus au niveau du climat. On a localement un groupe de recherche sur le climat grec en PACA qui est assez actif et qui a produit un certain nombre de travaux qui permettent notamment, ça sera assez classique pour vous, mais ils l'ont établi de façon assez sûre, que la perspective la plus probable chez nous des conséquences du changement climatique, même si reste de fortes incertitudes, par exemple sur le régime des vents. Par exemple, je pense que les scientifiques là-dessus sont beaucoup plus circonspects. Par contre, l'augmentation du nombre de journées de canicule, donc très directement liées aux incendies et des choses qui sont très attendues, très très probables, de la même façon que la différence de répartition du régime des eaux dans l'année. Je crois, de mémoire, c'était une de mes dernières diapos, vous dire qu'on travaille aussi sur des solutions fondées sur la nature autour des zones humides par rapport à l'augmentation des épisodes de crue. C'est-à-dire que même si la totalité de l'incendie
pardon, de l'eau sur l'année va pas forcément bouger dans les années à venir. On s'attend quand même à des répartitions très différentes, avec des épisodes pluvieux beaucoup plus importants au printemps et à l'automne, et peut-être des périodes de sécheresse plus importantes, en lien aussi avec la canicule l'été. Donc voilà, il y a ces deux aspects-là. Et je citerai juste une référence que vous pouvez trouver sur le net. Il y a eu un colloque international sur les feux de forêt, notamment en région méditerranéenne, qui s'est tenu à Aix en 2016. Les actes sont trouvables sur le net. Et ils ont notamment fait intervenir des spécialistes d'Australie, notamment. Et il prévoit assez nettement l'arrivée donc d'une notion qui n'est pas encore présente chez nous, le terme à amuser. Il parle d'incendies féroces, notamment en Australie, c'est-à-dire des feux brûlant plusieurs centaines de kilomètres carrés. Donc moi j'ai parlé de plusieurs milliers d'hectares, mais là les exemples qui étaient donnés, c'était des feux qui pourraient aller de Valence à Toulon. Dans les prochaines décennies, aussi au regard des continuités végétales de massifs forestiers. Donc tout ça pour dire que, bon, on le sait, mais c'est une thématique d'avenir. J'ai moins d'éléments sur les thèmes que vous traitez en Afrique ou autre, mais en tout cas dans la zone méditerranéenne, française et européenne, la thématique de l'augmentation du risque incendie devrait permettre aussi d'avoir des débouchés prochaines professionnels, aussi autour de ces thèmes de solutions fondées sur la nature vis-à-vis du risque incendie. C'était un peu mon mot de conclusion. Voilà. Merci. Alors, Sébastien, had the last question, and after we will conclude together. Une question très très rapide. J'ai trouvé votre projet intéressant. Après, on se pose la question de la validation de ce type de projet. Comment s'y prendre? Est-ce que vous allez quelque part? Non, la première validation, the first way to see it's working, it would be to run it through data of previous periods, and we would already see if it's better than the one we had before, because like was shown on the presentation, for now, even run through data already existing, models are capable of saying what happened. So it would be a first evaluation. Obviously, I'm not going to burn thousands of hectares to see if it's working after. So yeah, I guess it would be just running it through data and then continue like that. Every time there is a new fire, see if the model is accurate or not, keep checking it like that. But also, to completely answer that, we should first have understand how we would introduce the connectivity problem, because depending on that, we could replicate it for the past or not, and this would be the first question to answer that. Yeah, to say also that one of the reasons we find much study about this grazes impact. It was said in one study, it's mostly because you can only do it by observation, because it's either conservation areas or species that are protected, so you don't do experiments on the like you would do with sheep in France. Because you have this problematic of species that you're already not allowed to touch or interact with in the first place. So you have to study them from afar. I think that's one of the main reasons it's still a bit of that area. Okay, thank you, everybody.